Les lipides et les protéines sont un peu tabous en HCLF. Et pourtant, ils sont indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. Alors, combien et comment en manger tout en respectant les règles du HCLF? Mais également, comment bien s'hydrater et quoi boire? Vous avez très envie de vous lancer en HCLF, mais vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre. Alors, tenez-vous prêts parce que c'est parti! Comment se lancer en HCLF pour être certain de prendre un bon départ dans cette alimentation? Nous allons aujourd'hui continuer de répondre à cette question en nous penchant sur les 2 macronutriments qui sont consommés en moindre quantité en HCLF. Je parle des protéines et des lipides. Nous parlerons également de l'hydratation, à savoir quoi, comment et quand boire en HCLF. Pour en revenir aux protéines et aux lipides, en HCLF, on parle de 90-10, qui représente un total calorique de 100%. Donc en HCLF, on apportera 80% des calories par les glucides, 10% par les lipides et 10% par les protéines. C'est bien beau sur le papier, mais difficile de se rendre compte de ce que ça représente dans la pratique. Cette vidéo est la 3e d'une série intitulée « Mode d'emploi HCLF » qui est destinée à vous aider à vous lancer en HCLF. Si vous n'avez pas vu les 2 premières, je vous conseille d'aller les voir puisque j'aborde les sujets dans un ordre qui vous permet d'appréhender au fur et à mesure les concepts, on va dire, les grands principes de cette alimentation. Dans la toute première vidéo, j'expliquais également succinctement ce qu'est l'alimentation HCLF. Lançons-nous dans le vif du sujet et commençons par... Vous avez envie de commencer par quoi? Les protéines ou les lipides? Bon, alors on va commencer par le sujet qui fâche, si vous voulez bien. On va commencer par les lipides, comme ça c'est fait, on sera plus tranquille après. Comme je vous l'ai dit, en HCLF, vous pouvez manger du gras à hauteur de 10% des calories durant la journée. Si vous voulez calculer précisément la proportion de gras dans votre alimentation, vous pouvez tout simplement entrer les aliments dans une application, comme l'application Chronometer, ou vous pouvez faire le calcul vous-même à partir de l'étiquette d'un aliment. Alors attention, avec cette deuxième option, beaucoup de personnes se trompent dans le calcul. Raison pour laquelle j'ai fait une vidéo qui explique exactement comment bien calculer les lipides d'un aliment. Je vous mettrai la vidéo dans le petit ici au-dessus et en description. Grâce à cette méthode, vous vous rendrez mieux compte de la part de gras contenue dans les aliments et vous serez apte au fil du temps à savoir instinctivement combien vous aurez consommé de gras dans la journée. Parce que les applications, c'est bien sympa, ça nous facilite grandement la vie, mais ça ne nous aide pas à réfléchir par nous-mêmes et à nous rendre compte du coup de la part de gras qu'il y a dans les aliments. Deuxième chose à savoir, c'est qu'il y a du gras partout, même dans les fruits. Dans la mangue, par exemple, il y a 0,4 g de lipides au 100 g. C'est pour dire que même si vous êtes fruitarien, vous trouverez des lipides dans votre alimentation. Dans les flocons d'avoine, il y a 1,5 g de lipides au 100 g. Vous voyez que même si vous retirez tout ce qu'on appelle le gras concentré, beurre, huile, margarine, etc., ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de gras dans votre alimentation. Je vais vous le dire maintenant, comme ça c'est fait. Attention, l'huile par exemple c'est 100% de gras. Dans les oléagineux, comme par exemple prenons la noix de macadamia, il y a presque 80 g de lipides au 100 g. L'avocat c'est un peu mieux, mais c'est tout de même 15 g de gras au 100 g. Évidemment, mieux vaut manger un avocat que de mettre une cuillère d'huile dans votre plat, ça c'est sûr, on est d'accord. Mais ça reste un fruit qui est gras et il ne faudra donc pas non plus en abuser. Donc ne noyez pas votre salade dans une vinaigrette à l'huile. Sur le groupe Facebook Vegan HCLF, vous trouverez une liste de recettes de vinaigrettes sans huile qui sont délicieuses. Vous verrez qu'il n'y a pas besoin de mettre de l'huile dans une vinaigrette pour qu'elle soit délicieuse. Je vous reparlerai du groupe Facebook en fin de vidéo. Concernant les lipides, je vais encore parler brièvement des oméga 3 parce que c'est un peu le cheval de bataille des diététiciens, nutritionnistes et consorts. Dans une alimentation conventionnelle et donc omnivore, on recommande en général 30% de lipides. Ce qui est intéressant, c'est de se pencher sur le pourquoi on recommande autant de graisse.
Parce que là, on parle quand même de presque un tiers de notre assiette, hein, c'est énorme. En réalité, c'est assez logique. Dans ces 30%, on a proportionnellement plus de chances de retrouver assez d'oméga 3 que si on mangeait moins de gras. Et encore plus de chances que le trop d'oméga 6 de notre alimentation entre en compétition avec les oméga 3 et donc annule les effets des oméga 3. Parce qu'il faut quand même que je vous explique brièvement que trop d'oméga 6 veut aussi dire que nos oméga 3 seront moins performants. Et dans l'alimentation conventionnelle, on trouve beaucoup d'oméga 6, mais très peu d'oméga 3. Donc l'important, c'est pas de savoir combien on mange de gras, mais d'où vient ce gras et de quoi le gras que l'on consomme est composé. Dans une alimentation conventionnelle omnivore, forcément qu'on va vous préconiser 30% de gras, vu que les produits animaux sont très gras. Et en plus, ce sont des graisses saturées. Pour un omnivore lambda, il y aura environ 20% qui proviendra de gras animal saturé. Et du coup, il nous reste seulement 10% de gras qui provient des végétaux. Et 10% de gras qui provient des végétaux ne veut pas dire 10% d'oméga 3, hein, bien loin de là. Et lorsqu'on voit comme l'alimentation actuelle omnivore classique est grasse et que les gens sont tout de même carencés en oméga 3, ça veut bien dire que le trop de graisse ne va pas vous garantir un apport en oméga 3. Si vous prenez les végétaux, la mâche, le chou, la laitue, ils sont très riches en oméga 3. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le brocoli, les épinards, ils ont un parfait ratio oméga 3, oméga 6 et c'est ça le plus important. Voilà, je vais m'arrêter ici pour les graisses. Retenez simplement que si vous mangez varié et en quantité suffisante, vous ne manquerez de rien. Et si vraiment vous êtes angoissé par le manque d'oméga 3, allez manger quelques noix de Grenoble de temps en temps. Vous aurez des oméga 3. Passons maintenant aux protéines. On est également sur 10% de l'apport calorique journalier qui doit se faire sous forme de protéines. Alors déjà, j'aime pas parler de protéines. Le terme le plus juste, c'est acides aminés. Parce que notre corps ne va pas utiliser des protéines en tant que telles, venues de nos aliments, mais il va utiliser les acides aminés qui composent ces protéines alimentaires. Le corps va décomposer les protéines que vous mangez en acides aminés afin de fabriquer lui-même ses propres protéines. C'est comme un jeu de construction. Il va démonter les pièces du tracteur et il va les remonter pour faire un robot. Et le robot, il pourra l'utiliser, alors que le tracteur, il ne pouvait pas l'utiliser. Et là aussi, comme pour les lipides, il y a des acides aminés partout. Pour vous dire, dans les pruneaux, il y a 2,2 g de protéines au 100 g. Et ça monte très haut et très vite avec, par exemple, si on prend les pois chiches, qui ont 19 g de protéines au 100 g. Vous pouvez donc cuisiner un peu de légumineuses 2 à 3 fois durant la semaine et le compte sera bon. Et ne vous faites pas de soucis pour les acides aminés essentiels. Si vous mangez varié, c'est-à-dire des fruits, des légumes, des céréales, des légumineuses, etc., végétales et variées, vous aurez tous les acides aminés essentiels. J'avais fait une vidéo sur un homme qui mangeait seulement des pommes de terre. Il n'avait mangé que des pommes de terre durant une année et il n'a pas souffert de la soi-disant carence en protéines, qui finalement n'existe pas, hein. C'est un mythe la carence en protéines. Pas un médecin n'ira vous dire vous êtes carencé en protéines, ça n'existe pas. Je vous mettrai cette vidéo donc sur ce monsieur qui mangeait des patates dans le petit ici au-dessus et en description. Il faut savoir aussi que notre corps est capable de recycler ces protéines. Il est très efficace d'ailleurs à ce niveau. Lorsque les protéines ne sont pas utiles, ne sont plus utiles, on n'a plus besoin de certaines protéines dans notre corps, elles sont séparées en acides aminés et réassemblées pour former de nouvelles protéines. Et rappelez-vous que de toute façon, le trop de protéines consommées est stocké sous forme de gras. Et seule une partie des protéines excédentaires sera évacuée naturellement par l'organisme. Résultat, vous prenez du poids au fil du temps, vous allez également surcharger vos reins et risquer une insuffisance rénale sur du plus long terme. Bref, les protéines, point trop, non, faux. Ce sera le mot de la fin sur les protéines. Maintenant, venons-en au dernier point sur lequel nous devons nous pencher dans cette vidéo, c'est l'hydratation. Alors, qu'est-ce qu'on boit en HCLF?
de l'eau, hein, principalement. Mais vous pouvez aussi boire des jus de fruits, hein. Ils sont caloriques, les jus de fruits. Ça vous amènera donc un apport calorique supplémentaire, ce qui peut être aussi pas mal, hein, si vous n'arrivez pas à manger assez. Pour la quantité d'eau, d'hydratation, ça dépendra de ce que vous mangez durant la journée. Si vous faites une journée de repas qui se compose de fruits, vous aurez besoin d'un peu moins d'eau parce que les fruits sont gorgés d'eau. Si vous faites des repas plus secs qui seront composés par exemple de céréales, d'autres féculents comme des pommes de terre, de fruits secs comme les dattes et autres, il vous faudra évidemment un apport hydrique plus important parce que vous allez non seulement devoir vous hydrater, mais réhydrater les aliments que vous allez manger. En moyenne, il faudrait boire minimum 2 litres par jour. Plus en été, plus si vous faites du sport. Et pensez aussi à bien vous hydrater dès le matin. Buvez par exemple 5 décilitres d'eau à température ambiante au lever, avant de manger quoi que ce soit, avant de manger vos fruits. Vous compenserez ainsi la perte en eau de la nuit. Parce qu'on ne perd pas seulement de l'hydratation, de l'eau par les urines, mais aussi par la respiration et la transpiration. Et ça se passe en tout temps. Boire de l'eau avant de manger, boire de l'eau avant tous les repas, 5 décilitres d'eau avant tous les repas, c'est très bien. 3 décilitres, c'est bien aussi, 4 aussi, hein. Mettez-vous pas une pression incroyable avec l'eau. Eh bien, boire de l'eau avant de manger, ça va préparer votre tube digestif à accueillir le bol alimentaire. Évitez dans un premier temps le thé et le café. Parce que d'une part, ça va vous donner une fausse impression d'énergie, ça va tromper votre cerveau. Et d'autre part, c'est des boissons qui sont diurétiques. Elles vont vous faire éliminer l'eau. Ces boissons vont littéralement vous dessécher. Vous pourrez les réintroduire par la suite, à très petite dose si vous le souhaitez. Le but, finalement, c'est que vous ne comptiez plus sur le café pour vous apporter de l'énergie, parce que la caféine, finalement, c'est du fake, c'est une fausse énergie. L'énergie doit être apportée par l'alimentation. Le café, si vraiment vous voulez en boire, ou le thé, c'est pour le plaisir gustatif, on va dire. Attention aussi aux tisanes, qui sont souvent drainantes et qui vous feront perdre, éliminer de l'eau et donc perdre de l'hydratation. Si vous avez envie de vous lancer dans cette alimentation, je vous propose de rejoindre le groupe Facebook que j'ai créé, Vegan HCLF. C'est 100% gratuit, vous y trouverez de précieux conseils, des partages d'expériences d'autres participants, des recettes et vous pourrez poser toutes vos questions sur cette alimentation. C'est le parfait accompagnement gratuit lorsqu'on se lance en HCLF. Et j'ai aucun mérite puisque c'est à 100% les participants qui font vivre ce groupe. Donc je profite aussi de cette vidéo pour vous remercier, vous tous qui êtes sur le groupe Facebook Vegan HCLF, pour l'aide que vous apportez aux autres. Merci infiniment. Bref, c'est littéralement un groupe d'entraide, si on veut. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain pour la 4e vidéo de cette série qui sera sans doute la dernière. Je ne vous fais pas de promesses, mais je crois que c'est la dernière. Et qui traitera des micronutriments en HCLF, comme les vitamines, les minéraux, etc. Le sommeil, le sport. Et je vous balancerai le reste des astuces et des conseils en vrac. Comme ça, vous aurez vraiment tout pour bien démarrer en HCLF. Alors, à vendredi prochain et via Félicia à tous!